Un complexe de logements abordables sera construit à Baie-Saint-Paul à partir de l'an prochain. La Ville, en partenariat avec le gouvernement du Québec, en a récemment fait l'annonce à l'Hôtel de Ville. Je suis fier d'annoncer un projet de 43 logements abordables dans la belle ville de Baie-Saint-Paul qui vont s'ajouter. On a parlé, Michael et moi, tantôt, sur plusieurs enjeux, oui, de logement, mais plusieurs solutions qu'on doit additionner. Puis ici, on a une solution qui est adaptée à des besoins spécifiques, 43 logements abordables. Ces logements-là vont être construits avec les habitations de la lumière, en partenariat avec le CIUS, le Capital national. C'est un dossier, l'habitation, le logement, c'est un enjeu qui est national. Hein. C'est pas juste à Baie-Saint-Paul, c'est des compétences partagées, que ce soit au fédéral, à Québec ou encore dans les différentes localités. Puis pour des municipalités comme Baie-Saint-Paul d'autour de 8000 personnes, c'est pas facile. Lorsqu'on arrive à des municipalités de plus grande envergure, comme la Ville de Québec, la métropole, c'est plus facile au niveau financier d'aller de l'avant, mais à Baie-Saint-Paul, on doit se retrousser les manches puis revoir le projet. On l'a revu et à maintes reprises. Et aujourd'hui, je suis bien heureux qu'on puisse officiellement annoncer que le projet a été retenu là, par l'appel du projet FAC, puisque c'était un secret de polichinelle, mais tout le monde nous demandait des informations. On pouvait aller de l'avant depuis qu'on avait reçu la fameuse lettre en juin dernier. Et la population de Baie-Saint-Paul va pouvoir avoir de nouveaux logements qui seront abordables. Hein. À Baie-Saint-Paul, c'est une terre d'accueil pour plusieurs personnes. C'est la plus belle ville, ça, moi je le dis, et j'hésite pas, c'est la plus belle ville du territoire québécois. On l'a vu avec la pandémie, hein, avec la COVID-19. On est une terre d'accueil que plusieurs veulent venir s'y établir. Et c'est clair que c'est pas juste pour les gens fortunés. Hein. Baie-Saint-Paul, de voir des gens qui me disent « Moi, je viens de Baie-Saint-Paul, mes parents viennent d'ici, mon grand-père, mais aujourd'hui, je suis plus capable de demeurer puisque ça commence à coûter cher, le coût de la vie, tout ça. C'est pas normal. » Puis ça nous prend quand même là, pour la classe moyenne, puisque les gens qui travaillent en restauration, qui travaillent dans les épiceries, tout cela, c'est des emplois qu'on a besoin. Il n'y a pas de sous-métier, on le dit. Et ces gens-là, si on veut être en mesure de maintenir notre continuum de services, autant dans le service public que dans le service privé, il faut avoir du logement. Ce qu'on pense, c'est que l'arrivée de ces nouveaux logements vont faire en sorte de disponibiliser également là, des logements dans le secteur privé. Sur les 43 habitations, 5 logements seront consacrés à des personnes vivant avec des besoins particuliers. Parce que le CIUS va prendre du lot 5 logements qui vont être des logements adaptés pour certains besoins, déficience intellectuelle, déficience physique, avec certainement un soutien adapté à la clientèle selon le besoin. Le CIUS, un autre département, nous a approchés pour dire « Hey, on aimerait ça, tu sais, offrir une opportunité à des personnes qui en ont moins. » Souvent, c'est l'option, c'est l'institutionnel. Sinon, ils vivent chez leurs parents. Les personnes, on en a parlé avec des déficiences. Donc, ces 5 logements-là, c'est important. On est en train de créer une entente. On est en train de créer quelque chose qui n'existait pas sur notre territoire. J'ai toujours dit, moi, ce projet-là, je crois en la mixité. Je crois que la mixité des clientèles fait le succès d'un projet. Puis je pense que c'est ça qu'on va créer avec les 43 logements. 43 logements, ce n'est pas banal, on le dit depuis tout à l'heure. Le projet sera en grande partie financé par le Programme d'habitation abordable du Québec. Les gouvernements provincial et fédéral financeront à part égale près de 75% de la facture. Puis c'est une contribution de minimalement 7,6 millions de dollars. Puis après ça, on verra selon l'adaptation, selon différents critères environnementaux, etc., comment ça pourrait aller plus élevé. Mais 7,6 millions sur un projet, au-dessus de 13 millions, entre 13 et 14 millions, qui reste à être défini. Donc, les chiffres ne sont pas encore fixés, mais clairement, c'est minimalement 7,6 millions. Et d'ici la fin de la préparation du projet, on pourra donner la contribution exacte. La Ville de Baie-Saint-Paul investira également dans ce projet immobilier. Nous, à la Ville, je vous dirais qu'il y a un montant de 2,5 millions là, qui ira de l'avant éventuellement. Est-ce que ça pourra changer? Peut-être qu'il y aura des choses qui seront à revoir, mais au moins le 2,5 millions là, qui seront investis de la part de la Ville de Baie-Saint-Paul, que ce soit en aide financière là, de démarrage de départ ou encore là, via des crédits de taxes, mais c'est quand même une aide qui est substantielle hein, pour la Ville de Baie-Saint-Paul. C'est quand même important. Le logement y croit et si on veut être en mesure d'avoir une collectivité qui soit intéressante, bien qu'elle l'est déjà de façon très importante, c'est clair que si on veut avoir des services qui se développent, il faut avoir des gens qui sont sur le territoire. La conseillère municipale Annie Bouchard est l'une des principales responsables à l'origine de ce chantier. Je suis un petit peu émotive aujourd'hui. Vous allez comprendre que
quand j'ai décidé de me présenter comme conseillère en 2021, je voulais apporter mon communautaire dans ma municipalité. Dès le mois de janvier 2022, j'ai dit au conseil municipal, à Michael, j'ai dit il faut vraiment travailler sur les logements abordables. Je trouve qu'on est déjà 10 ans en retard par rapport à ça. Si on veut continuer que la population demeure à Baie-Saint-Paul, donc on veut vraiment attirer toutes les gammes de gens de tous les revenus. Michael, tout de suite, là, je pense qu'il l'a dit tout à l'heure, il dit, garde Annie, il dit, on a beaucoup de dossiers, il dit, tu veux-tu le piloter? Fait que, et il m'a fait une confiance, puis je pense qu'il fait encore une confiance aveugle. Donc, merci, Michael. Ce n'est pas sans jus de bras, comme j'appelle. Il y a eu beaucoup de travail de fait avec beaucoup de gens. La localisation du complexe, qui comprendra 3 phases de développement, est également connue. Le SUS de la capitale nationale, j'ai quand même des gens présents. Tout de suite, on a dit on a besoin d'un terrain, le terrain idéal. L'ancien stationnement, là, ceux qui sont de Baie-Saint-Paul, le P3, donc l'ancien stationnement de l'hôpital. Tout de suite, le SUS, ils ont dit « Hey, on embarque avec vous autres ». Donc, ils travaillent d'arrache-pied avec nous pour pouvoir faire un bail amphithéotique avec les habitations de la Lumière. Donc, je vous en remercie. D'ailleurs, de votre présence aujourd'hui, c'est important. De futures étapes restent à venir avant le début des travaux de construction. À partir de juin l'année prochaine, j'espère que ça va se faire avant. On va pouvoir signer notre convention et à ce moment-là, on va pouvoir penser à faire notre première pelletée de terre. Notre objectif, c'est qu'on l'a pensé en 3 bâtiments, donc beaucoup de 3,5, un petit peu moins de 4,5 et un petit peu de 5,5. Et ça, on l'a pensé avec des sondages. La Ville de Baie-Saint-Paul a fait un sondage. Ensuite, on l'a complété avec la MRC afin justement de savoir c'est quoi les réels besoins, c'est quoi les grandeurs de logements qu'on a besoin. Fait que notre projet est basé sur les sondages qu'on a faits. La date d'inauguration de la première phase est estimée pour l'été 2026. On espère, puis là, c'est un projet là, de construction d'à peu près 18 mois. Mais vous êtes d'accord avec moi, la construction, des fois, on a des surprises. On essaie de les éviter, mais on essaie de faire notre mieux. Puis on espère que ça va bien aller. Fait qu'on se dit 18 mois. On espère que notre premier bâtiment pourrait être prêt dans les 12 premiers mois. Donc, si on commence notre première pelletée de terre en juillet 2025, on espère qu'en 2026, et d'ici la fin de l'année 2026, un deuxième ou un troisième. Donc, si on fait des calculs vite, mais vous le savez, c'est des projets, donc c'est nos estimés pour l'instant. Les critères pour définir les coûts de location de ces loyers abordables restent encore à peaufiner. Logement abordable, la définition du logement abordable, souvent on entend 20% moins cher que la médiane d'une région, 30%, est-ce qu'on... Honnêtement, là, c'est mes spécialistes qui m'accompagnent qui sont mieux à même que moi d'y répondre. Par contre, on parle vraiment des 3,5 là, qui vont être en deçà de 500 $ par mois. Des 4,5 puis des 5,5 là, qui sont en bas du 600 $. Mais ça c'est indexé annuellement. Donc, évidemment, là, c'est pour ça que je ne suis pas très précise parce qu'au moment où on va les ouvrir, ils vont avoir évolué un petit peu. Mais vous comprenez que c'est vraiment pas cher. D'autres annonces publiques seront faites au cours des prochains mois pour informer la population de la procédure à suivre pour s'inscrire sur la liste d'hébergement du complexe immobilier. Les activités d'implantation d'un centre de recherche sur les ruralités durables vont bon train dans la région. On reçoit aujourd'hui la directrice d'implantation qui a été nommée par l'INRS, Mme Amélie Forget. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Tout d'abord, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que ça mange en hiver, le poste de directrice d'implantation d'un centre de recherche? C'est quoi vos tâches? Bien, le mandat que moi, j'ai reçu dans le cadre de l'implantation du Centre Ruralité Durable est triple. La première partie, c'est l'établissement d'une programmation scientifique. La programmation scientifique, c'est le socle sur lequel repose l'identité, l'ADN d'un centre de recherche. Il y a déjà des travaux préliminaires de consultation qui ont été menés par l'équipe. Ouais. Et du moment que je vais rentrer en fonction le 28 octobre prochain, je n'ai pas encore commencé, okay. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, mais je commence seulement le 28 octobre.
On va tout de suite lancer la démarche de programmation scientifique avec les chercheurs de l'INRS, la communauté de recherche au Québec, mais aussi et surtout avec les partenaires de Charlevoix. Programmation scientifique, ça veut dire quoi concrètement? Vous allez établir une programmation scientifique? En gros, pour faire ça très simple, sur quoi et comment on va travailler. Okay. Exactement. Parce que les enjeux ruraux sont très complexes, très larges. On va couvrir, et c'est un choix dans notre démarche, les 3 secteurs de recherche, santé, société, culture, nature et technologie. Et les enjeux, vous le savez, sont tellement multiples et complexes. Il se passe plein de choses dans nos régions rurales et éloignées. Et il faut établir comment et sur quoi exactement on va travailler. Quels sujets sont d'intérêt? Les grands axes, là, les grandes lignes, parce qu'après, à partir de cette programmation scientifique, là, j'arrive au 2e morceau de mon mandat, ça va être d'établir une programmation de formation, parce qu'on va accueillir des chercheurs, mais également des étudiants de maîtrise et de doctorat et des stagiaires postdoctoraux. Okay. Et pour les maîtrises et les doctorats, il va y avoir des programmes de formation, donc qui vont reposer sur ce qu'on aurait identifié dans la programmation scientifique. Et la 3e partie de mon mandat, c'est de mettre en place les infrastructures nécessaires pour pouvoir mener toutes ces belles activités. On pense entre autres à des bibliothèques, par exemple? Bien, là, je n'ai pas encore tous les dossiers en main, mais c'est sûr qu'il y a un projet peut-être de bibliothèque, de centre de documentation, mais là, il est trop tôt pour pouvoir s'avancer. Mais oui, puis quand on parle d'infrastructure, on parle, oui, de bâti, mais aussi des outils nécessaires pour que nos chercheurs puissent bien faire leur travail. Donc, si je prends l'exemple d'un professeur de biologie, il va avoir besoin de laboratoires. Oui. Donc, ça va être mon travail d'établir la stratégie nécessaire pour avoir les infrastructures pour pouvoir bien travailler. Vous m'amenez à une autre question. On pense recevoir des chercheurs, des étudiants et étudiantes, peut-être du monde entier. On vit actuellement une grande crise du logement dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul. On pense les loger où, ces gens-là? Est-ce que ça fera partie de votre mandat de rechercher l'hébergement pour ces personnes-là? Bien, écoutez, il y a une stratégie d'implantation qui va se faire graduellement. On veut déjà, je profite de votre question pour rappeler que c'est un petit centre à échelle humaine qui se veut vraiment ancré dans la communauté. L'INRS, sa grande spécialité, là, est reconnue pour faire de la recherche en partenariat avec les communautés et les milieux preneurs. Et donc, cette stratégie d'implantation va se dérouler graduellement sur le temps avec les autorités locales de Baie-Saint-Paul. Donc, on ne va pas débarquer avec 100 étudiants dans 2 ans, je vous rassure. C'est dans l'intérêt de personne de travailler de cette façon. Donc, on va y aller étape par étape, graduellement, puis en s'assurant qu'il y aura les infrastructures au niveau de la ville disponibles également pour pouvoir accueillir adéquatement toutes ces personnes. Date estimée d'embauche des premiers et des premières professeurs, ça serait quand? Le processus d'embauche d'un professeur, ça prend plusieurs mois. Donc, alors, je ne vous donnerai pas une date d'embauche, mais je peux vous dire qu'on envisage les premiers professeurs, les premiers étudiants en 2026-2027. OK. Sur une note plus personnelle, pourquoi vous avez décidé d'appliquer sur ce poste-là? Bien, il y a plein d'excellentes raisons de vouloir occuper le siège que je vais occuper à partir du 28 octobre. D'abord, des raisons intellectuelles. C'est rare d'avoir la chance incroyable de créer une nouvelle mini-université à partir presque d'une page blanche. Donc, ça, c'est vraiment une chance unique pour une chercheuse comme moi de formation, curieuse. Donc, il se passe, que je l'ai dit tout à l'heure, il se passe tellement de choses, il y a tellement de phénomènes qui sont assez peu connus ou assez peu couverts que là, les possibilités sont vraiment grandes et les retombées structurantes pour la recherche du Québec sont aussi très importantes. Donc, intellectuellement, c'est vraiment un beau projet. Également professionnel, d'avoir la chance d'être la chef d'orchestre d'une équipe de professeurs, d'étudiants, de professionnels de recherche, mais d'être aussi ancré dans la communauté puis de pouvoir participer au développement socio-économique de la communauté. Professionnellement, c'est vraiment une excellente opportunité pour moi. Vous savez, c'est le mandat de l'INRS d'être ancré dans les communautés et mon bagage m'a amené à concevoir à quel point c'est important et puis les bonnes pratiques pour faire de la bonne recherche partenariale. Et donc, professionnellement, c'est vraiment comme un aboutissement pour moi d'arriver ici. Et personnellement, je vis ici, dans Charlevoix, depuis 2 ans et demi. Vous êtes une habitante de Saint-Irénée? Je vis à Saint-Irénée avec ma petite famille depuis 2 ans et demi. Mon conjoint et moi avons fait le choix de venir élever notre famille ici. On est des néo-ruraux urbains de Montréal, pas plus clichés que ça. Et on s'assume, le produit de la pandémie, là. Mais c'est vraiment un choix qu'on a fait conscient, c'est une vraie démarche. Et là, d'avoir la chance pour moi, personnellement, de contribuer au développement puis
à la réponse aux besoins de ma communauté et aussi d'avoir la chance de m'intégrer également davantage. C'est vraiment incroyable pour moi d'avoir tous ces morceaux imbriqués, intellectuels, professionnels et personnels. C'est vraiment une chance inouïe. Vous parlez des besoins de la communauté. Vous parliez un peu plus tôt, les besoins d'études restent à déterminer. On ne sait pas encore sur quel enjeu vont porter les études. Si c'est la mobilité en région, la foresterie. Il est trop tôt pour le dire. Là. Il est trop tôt parce que ça va être l'issue d'une réflexion. Je vous ai parlé de la démarche de programmation scientifique. Il y a 3 morceaux. Je parle souvent en 3 étapes, mais en fait, c'est qu'il y a 3 morceaux. Il y a les besoins de la recherche et du développement des connaissances. On ne va pas faire ce qui existe déjà, puis on ne va pas répéter ce qui se fait déjà ailleurs. C'est pas utile de travailler comme ça. Donc, mais je vous arrête. Et ce qui se fait ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas d'autres centres sur la ruralité durable? Non, mais il y a des chercheurs qui travaillent sur la ruralité au Québec. Il faut reconnaître leur contribution jusqu'à présent. Okay. Mais le Centre INRS va devenir la seule structure de recherche pérenne dédiée aux questions rurales. Donc, on va non seulement jouer un rôle ici dans la région, mais les retombées vont être structurantes pour la recherche au Québec. On veut jouer un rôle de facilitateur et de catalyseur de la recherche sur les questions rurales avec l'ensemble des forces de l'INRS, de Charlevoix, mais du Québec également. Est-ce que l'INRS, les centres de recherche en ville, forment des urbanistes? Est-ce qu'ici, on va former des ruralistes? C'est une excellente question. Déjà, il faudrait s'entendre sur qu'est-ce que la ruralité. Okay. Je vous ramène sur le titre qui a été choisi, Ruralité durable au pluriel. Ça va faire partie de notre démarche. Je suis désolée de vous ramener encore à cette démarche future. Ça va me faire plaisir de revenir vous en parler. Exactement. Mais pour le moment, il est trop tôt pour vous dire exactement qu'est-ce qui va se passer. Mais oui, c'est sûr que les personnes qu'on va former vont avoir les 2 pieds ancrés dans la ruralité, ça c'est certain. Vous parlez que vous allez consulter les membres de la communauté, les divers secteurs de l'économie. Concrètement, vous allez faire des entrevues avec eux, vous organisez des activités? Je vous arrête déjà tout de suite parce que c'est pas seulement avec les partenaires économiques, les partenaires sociaux et les citoyens également. Okay. Donc, on a une approche résolument ancrée. Quand on parle de recherche en santé durable, ruralité durable, tout ce qui est durable, c'est ancré avec les personnes et les milieux preneurs sur le terrain. Donc, évidemment, l'écosystème économique, mais également social et communautaire de la région. Vous faites des activités de maillage, comme cette semaine, ça a eu lieu au domaine Forget. En quoi ça consiste? Bien, l'activité de cette semaine, l'objectif, c'était de reprendre contact avec les partenaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment, il y a eu une grande... toute l'équipe de l'INRS avait organisé une grande consultation. Il y avait une des grosses activités organisées à l'Hôtel Germain. Ça, c'était avant le dépôt du projet pour nourrir, de commencer à donner corps au projet qui a été soumis. Et là, c'était la première rencontre des partenaires depuis que la subvention a été obtenue. Donc, c'est pour remobiliser les partenaires, leur expliquer les prochaines étapes, puis aussi leur expliquer c'est quoi la recherche partenariale, en quoi ça consiste. C'est beaucoup plus riche comme spectre d'activité que ce qu'on peut penser. De notre côté, dans le milieu de la recherche, on a des pratiques et des façons de faire qui sont parfois hermétiques, qui ne sont pas très bien comprises. On a notre propre langage. Donc, c'était une première prise de contact pour expliquer c'est quoi la démarche scientifique et c'est quoi les types d'activités qu'on peut mener avec eux dans le temps. Pour terminer, si je peux vous demander, c'est quoi vos plus grands souhaits pour l'avenir de ce centre-là? Bien, moi, je suis une grande rêveuse. Je suis une grande rêveuse, mais qui réalise ses rêves. Donc, c'est sûr que je nous vois dans 30, 40, 50 ans, bien ancrés, encore accessibles, encore dans une perspective d'échelle humaine, mais avec une reconnaissance nationale et internationale sur notre contribution aux études rurales. Merci beaucoup, Mme Forget, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un plaisir. La Semaine des maisons des jeunes du Québec bat actuellement son plein à travers la province. TVCO a rencontré la directrice de l'établissement La Baraque aux Éboulements afin d'en apprendre davantage sur leur mission. La thématique cette année, c'est expert pour nos ados. Donc, on met de l'avant le travail qui est fait par les animateurs et animatrices intervenantes sur le plancher avec les jeunes. Et vous abordez différentes sphères dans la vie des jeunes, si on comprend votre communiqué. Oui. Dans le fond, nous, notre approche est une approche globale. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le jeune dans toutes les sphères de sa vie. Donc, nous, c'est un accueil inconditionnel dans tout ce que le jeune vit au quotidien. Donc, quand le jeune arrive à la maison des jeunes, on n'est pas par réalité ou par problématique. Nous, on est comme un peu expert d'un peu tout. Donc, on est comme des pâtes à modeler un peu en fonction du besoin des jeunes qui fréquentent les maisons de jeunes.
Le divertissement et la sensibilisation à différentes réalités font partie du mandat de la Maison des jeunes des éboulements. Tu sais, le loisir, c'est un moyen de prévention avant tout parce que nous, on est en santé, services sociaux. Donc, nous, on est, c'est ça, on fait de la prévention, de la sensibilisation sur des réalités jeunesse, autant auprès des jeunes qu'auprès de la communauté. Donc c'est ça. Nous, c'est santé, services sociaux. Donc, le loisir, c'est un moyen pour créer le lien avec le jeune. Tu sais, jouer une partie de ping-pong, jouer une partie de jeux vidéo, ben ça nous permet de construire un lien, de discuter, d'ouvrir le dialogue avec eux. Puis après ça, ben pouvoir créer des activités avec eux en fonction de ce qu'ils vivent ou en fonction de leur intérêt. Nous, on ne met pas d'étiquette sur les jeunes qui fréquentent la maison des jeunes. Donc, le jeune arrive avec ce qu'il est. Puis nous, dans le fond, le but, c'est de construire un lien significatif avec eux. On n'est pas l'école, on n'est pas la maison, on est autre chose. On est un milieu de vie sécuritaire pour s'épanouir aussi. Donc, c'est ça qu'on essaie de mettre de l'avant. Le réseau des maisons des jeunes du Québec, dont 11 établissements sont implantés sur le territoire de Charlevoix, réclame un meilleur soutien de la part du gouvernement du Québec. Nous, on revendique, dans le fond, la reconnaissance des maisons de jeunes, le travail des maisons de jeunes, mais surtout le travail de nos animateurs, animatrices intervenantes. Je le sais que présentement, le coût de la vie, etc., c'est partout, ça a un impact. Nous, on veut reconnaître aussi le travail que nos équipes font sur le plancher avec nos jeunes. Un meilleur financement faciliterait notamment l'acquisition et la rétention d'employés spécialisés. La première chose pour faire rouler une maison de jeunes, ça prend des animateurs intervenants, donc ça prend des salaires adéquats, concurrentiels. Tu sais, dans le marché du travail actuel, il y a, c'est ça, on tire la couverte un peu chacun de notre côté. Donc, nous, on veut aussi montrer que c'est possible de faire carrière en maison de jeunes. Ouais. Que c'est pas juste un travail de passage après tes études, avant dans le réseau de la santé. Ou dans l'institutionnel, etc. Donc, c'est possible de faire carrière en maison de jeunes. Et de pouvoir vivre aussi, d'avoir un salaire adéquat pour pouvoir fonder une famille, offrir des conditions de travail aussi, conciliation travail, vie personnelle aussi. À titre d'illustration, le ratio entre ce que vous recevez comme financement et ce que vous auriez besoin pour bien fonctionner? Ben, c'est sûr que ça dépend de chaque organisme aussi, tu sais. Nous, nos besoins sont différents qu'une maison des jeunes, peut-être dans une ville ou dans un grand quartier. Tu sais, nous, on est une maison des jeunes dans un petit village. Tu sais, je parle pour nous aux éboulements, de 1300 habitants. Donc, c'est sûr que, tu sais, le ratio puis les heures d'ouverture ne seront pas les mêmes qu'une maison des jeunes dans le quartier Limoilou ou dans le quartier, tu sais, dans les grandes villes, là. Mais c'est sûr que pour une maison des jeunes, on estime qu'une maison des jeunes, là, c'est à peu près 600 000 qu'une maison des jeunes aurait besoin pour rouler parfaitement. Actuellement, vous recevez combien? On reçoit à peu près... Ben, j'aime mieux pas dire de chiffres, je te dirais, parce que ça dépend vraiment ça dépend des régions du Québec aussi. Assurément que moins que la moitié de ce que vous auriez besoin. Ah non, on reçoit pas ça. Vous recevez même pas la moitié. Non. Cassandre Lessard indique que les revendications des établissements jeunesse sont également fondées sur une vision à long terme. Pouvoir être capable de se projeter en avant, de pouvoir dire, bon, ben, tu sais, la maison des jeunes, on le sait que c'est important d'avoir des maisons des jeunes dans nos communautés, mais c'est aussi important de pouvoir se projeter dans l'avenir parce que des jeunes, ils vont en avoir dans 10 ans, ils vont en avoir dans 15 ans, puis on le voit juste ici aux éboulements, les classes augmentent.
Donc, on le sait qu'éventuellement, il va y avoir des nouvelles cohortes de jeunes, ils vont vieillir, ces jeunes-là. Ouais. Donc, il faut être là dans 10-15 ans, d'être capable de se projeter. Donc c'est ça, tu sais, de travailler aujourd'hui pour demain. Les 11 maisons des jeunes de Charlevoix accueillent, sur une base volontaire, les jeunes âgés entre 10 et 17 ans pour échanger, se divertir, s'informer et participer à des projets communs. Pour faciliter l'usage des nouvelles technologies des personnes aînées dans la région, la formation en alphabétisation et les 2 MRC de Charlevoix lancent une initiative qui va à la rencontre des citoyens. Alors, la FAC est ici pour présenter en fait la continuité de la phase 1 d'un projet qu'on fait en collaboration avec le MADA qui a débuté l'année passée en instaurant des permanences dans les municipalités. Donc, on se déplace dans les municipalités pour aller offrir des services d'initiation aux nouvelles technologies et de services aussi d'accès à l'information pour les personnes là, qui ont des difficultés de lecture ou d'écriture ou qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'ont pas accès à ces nouvelles technologies-là. L'organisme qui chapeaute les séances d'accompagnement des aînés indique que ces personnes se sentent souvent dépourvues devant les nouvelles réalités numériques. Bien, selon l'étude là, qui a été faite par les comités MADA et les municipalités, c'est un besoin qui était récurrent, qui revenait souvent, l'accès aux nouvelles technologies, tout ça. Tu sais, la COVID a beaucoup exacerbé ce besoin-là, puis l'accès aux nouvelles... Puis on sait aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont qu'accessibles que par ordinateur ou par la voie électronique maintenant. Donc, c'est un peu pour combler ce besoin-là et de se déplacer aussi, de rendre ces services-là, mais accessibles dans les municipalités. Au lieu que les gens se déplacent, bien, c'est beaucoup plus facile de déplacer une personne d'un organisme que d'en déplacer 15 dans une autre municipalité. Les services offerts par la formation en alphabétisation de Charlevoix s'adressent toutefois à une clientèle bien ciblée. À Charlevoix, on est quand même chanceux parce qu'il y a beaucoup de services qui peuvent répondre à presque tous les besoins. Donc, nous, au niveau de la FAC, on se concentre vraiment au niveau des novices et des débutants. Donc, monsieur, madame qui n'a jamais touché à une tablette, qui n'a jamais touché à un ordinateur. Donc, nous, on est là pour ça. On part la base, on est là pour un petit peu démystifier tout ça. On n'est pas des professionnels, on n'est pas des génies, on n'est pas des grands informaticiens. Donc, nous, on est là pour starter la machine en bon français, de donner un coup de main aussi. Ça se peut aussi que le monsieur ou la madame, ils ne veulent pas apprendre l'informatique, mais il y a besoin d'avoir un accès à un ordinateur pour remplir un formulaire, des choses comme ça. Nous, on est là pour ça aussi. Et il y a d'autres partenaires qui se greffent à ce projet-là, qui peuvent répondre à des besoins, mais qui sont un petit peu plus exigeants ou plus élevés que ce que nous, on répond. Donc, tout ce qui se met en place avec le comité MADA actuellement, c'est que c'est comme une espèce de tout inclus avec tous les partenaires qui peuvent s'impliquer là, dans ce projet-là, en fait. Les personnes qui souhaiteraient bénéficier de ces services peuvent le faire sans même devoir se procurer du matériel électronique. Monsieur, madame, tout le monde qui veut l'essayer, qui se dit hey, « moi, j'aimerais ça, mais là, j'ai pas l'argent pour mettre là-dessus, je suis pas sûre que je vais aimer ça ». Nous, on arrive, on a tout, là. On a les tablettes iPad, on a les ordinateurs. Donc, comme je discutais avec un monsieur tout à l'heure, je sais pas trop ce que j'aimerais. Tu sais, si c'est un ordinateur, une tablette, venez me voir, on va regarder, on va voir les différences, on va voir ce que vous voulez faire. Puis vous pouvez l'essayer. Après ça, bien, on est capable d'avoir une meilleure idée des besoins qu'on a puis de l'outil qu'on veut utiliser. Ça, c'est un gros avantage. Donc, ça évite aussi d'investir des sommes d'argent qui sont peut-être trop élevées aussi. Là. On sait que c'est pas tout le monde qui a les moyens là, non plus de se payer ça. Puis ce qu'on offre aussi, c'est un accès à Internet et un accès à ces technologies-là. Donc, ça pourrait être une personne qui n'en a pas de tablette ou d'ordinateur, mais qu'une fois de temps en temps, elle a besoin d'y aller pour écrire quelque chose. Bien, nous, on est là, on le prête, on a un accès Internet dans nos locaux aussi à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est tout ce genre de petits services-là que la FAC peut offrir. Les MRC de Charlevoix se réjouissent de l'accueil favorable réservé aux nouveaux projets par la population qui a manifesté un vif intérêt depuis son lancement. Actuellement, sur le territoire, jusqu'à présent, au printemps, on a fait un projet pilote. Donc, il y a eu 400 aînés qui ont utilisé les services. Puis actuellement, en 2 jours, là, avec notre publication des cafés-conférences de l'automne, on a eu 23 appels en 2 jours de personnes qui avaient besoin des services, donc et ça continue. Donc on est vraiment très heureux d'avoir ce projet-là qui se déploie sur tout le territoire avec toutes les municipalités. Est-ce que vous en rencontrez des problèmes sur Internet parfois? Ben, c'est pour remplir les papiers.
disons, pour les autres, c'est pas pire, mais quand c'est bien les miens, là, c'est stressant. Donc, ouais, j'ai de la difficulté un peu, là. Comment vous avez trouvé ça aujourd'hui? Ah, beaucoup d'informations, mais je me pose encore beaucoup de questions et ainsi de suite, mais j'ai des informations pour m'aider pour la tablette et ainsi de suite, comme des sites comme Amazon et ainsi de suite. J'ai réussi à le rentrer, mais ça ne fonctionne pas, il bug. Fait que là, il me reste ces informations-là à aller chercher. Fait que vous pourriez faire appel à eux pour... Exactement. C'est ça, j'ai pris toutes les coordonnées. Là. Puis, écoute, on se tient à la page. D'autres événements seront organisés prochainement dans Charlevoix afin d'informer les aînés intéressés par le projet. Dans le cadre du mandat, il y a des cafés-conférences qui vont s'offrir dans les municipalités. Nous, au niveau de la FAC, notre prochain café-conférence va avoir lieu à Saint-Hilarion. Il va y en avoir un autre du côté de Baie-Saint-Paul qui va expliquer nos services. L'année passée, il y en a eu du côté de Petite-Rivière-Saint-François, l'ancrage à l'île aux Coudes, et il y en a eu aussi du côté des éboulements. Donc là, dans ces municipalités-là, nos permanences sont déjà bien établies. Donc on y va une fois par mois. Et à partir de cet automne, bien là, les permanences vont s'installer du côté de Saint-Urbain, Saint-Hilarion et Baie-Saint-Paul. Les personnes désirant un accompagnement de la formation en alphabétisation de Charlevoix peuvent contacter l'organisme aux coordonnées inscrites à l'écran. Le village des Éboulements a récemment été l'hôte d'une activité agroalimentaire alternative qui a réuni des gens de partout au Québec. À quelle activité est-ce qu'on assiste aujourd'hui ici? La célébration du kimchi. Célébration du kimchi. Tout d'abord, c'est quoi le kimchi? On connaît bien la choucroute, les cornichons. Donc le kimchi, c'est un peu le même processus de fermentation. Finalement, une choucroute, c'est lacto-fermenté, c'est des bactéries lactiques qui vont nous permettre d'aller chercher une acidité. Donc, ça crée un produit qui va avoir un petit côté vinaigré, qui va bien se conserver. Donc, c'est une méthode de conservation des aliments pour l'hiver. Puis un kimchi, dans le fond, c'est le mot coréen pour dire choucroute, finalement. Donc, souvent, on va avoir un petit côté épicé, relevé, d'autres ingrédients que juste du chou. C'est à base de chou, à la base? Voilà. Ouais. Donc, le chou, mais nous, on met du radis daikon, de la carotte, de la pâte épicée à base de gingembre, de curcuma, tout ça. Puis avec le sel, bien, ça fait dégorger les légumes de leur jus. Et à partir de ce moment-là, bien, les bactéries qui sont présentes sur les légumes, des bonnes bactéries, des probiotiques comme on va retrouver dans le yogourt, bien, les autres s'activent. Puis ils vont sécréter l'acide lactique, qui est un type d'acide un peu comme un vinaigre, qui va permettre aux ingrédients de mieux se conserver. Puis ça fait un condiment qui est le fun à mettre avec les sandwichs, les burgers, les salades, le riz, en accompagnement de tout et n'importe quoi. Puis c'est un apport de probiotiques, mais c'est aussi vitaminé. Donc durant l'hiver, quand il y a moins de vitamines, c'est un bon aliment. Local durant l'hiver. Voilà. La célébration du kimchi est une activité grand public qui permet aux participants de se rencontrer et de sociabiliser. T'sais, on est à l'automne, c'est un peu les récoltes, la fête des récoltes. On met tout le monde met la main à la pâte. Dans le fond, c'est une activité qui est ouverte à tous. Fait que ce soit les plus petits, les enfants, que les aînés, que peu importe ton âge, tu viens, tu apprends comment faire du kimchi, tu mets l'épaule à la roue de la production. Puis c'est une façon de rendre hommage, dans le fond, à cette méthode de production-là, de fermentation, qui date de plusieurs milliers d'années. Dans le fond, ça fait au moins 2000 ans qu'on sait qu'on fait du kimchi, de la choucroute, des lactofermentations. Donc, c'est une manière de mixer, si on peut dire, production, rencontre, partage, puis fêter, si tu veux, la saison. L'humain est grégaire, il a besoin de la communauté. À quelque part, il travaille en gang. Puis nous, ce qu'on fait, c'est de dire, regardez, c'est encore possible de faire les choses à la main, c'est encore possible de travailler en équipe puis de réaliser que, dans le fond, on est capable de faire des grandes choses avec la gang. Il suffit d'être organisé puis d'avoir un workflow qui fonctionne. Bien, on peut arriver à faire on peut digérer autant de légumes en si peu de temps, tout le monde ensemble. L'entreprise de fermentation des produits alimentaires valorise un modèle commercial unique en son genre.
Dans le fond, c'est nous ici, là on est à Charlevoix, parce qu'on se déplace dans différentes régions. On fait ce même processus-là avec d'autres fermes. Donc les fermiers du coin, nous on fait appel à eux en disant, bon, tu sais, on a besoin de tant de kilos de choux, etc., différents ingrédients. On a aussi besoin de piments forts, on a besoin de ça. Donc ici, au Jardin des Chefs, il n'y a pas juste Jardin des Chefs qui font les piments forts, il y a aussi Jardin de Cap-aux-Oies qui n'est pas si loin, qui fait les légumes. Il y a Rosé Lyon dans le sol qui fait des champignons. Donc on joue ensemble à développer des recettes avec leurs ingrédients. Puis ça permet chacun, dans le fond, moi je pourrais dire ça, on collectivise, dans le fond, la recherche-développement de nouvelles recettes. Puis ça nous permet de créer des produits du terroir ensemble. Les participants bénévoles sont reconnus pour leur contribution à la transformation alimentaire. Les gens sont invités à venir faire un tour, apprendre comment faire, puis en échange de leur participation, ben ils repartent avec du kimchi ou de la choucroute. C'est une forme de paye, si on veut. Ben, c'est pas une paye, là. On ne fait pas partie des lois de la norme du travail. C'est bien dit. Mais c'est un peu comme un bénévolat. Quand tu vas, mettons, donner du bénévolat dans un comptoir d'entraide, des fois, ils vont te donner un panier d'aliments. C'est un peu le même principe. Tu sais, tu viens le faire avec nous, tu as ta part de jus de bras, de jus de kimchi là-dedans. Puis ça te permet de justement ramener ça à la maison, faire goûter à tes proches des choses qu'on connaît moins. Puis de l'autre côté, tu as appris comment le faire. Tu sais, là, aujourd'hui, on est jeudi, je donne pas d'atelier, mais les vendredis, samedis, dimanches, il y a un atelier théorique durant la journée sur comment faire le kimchi à la maison. On envoie un document éducatif aussi ensuite. Donc, tu sais, on rend l'utile à l'agréable, on mixe aussi le côté éducatif là-dedans. En plusieurs jours à deux, nous autres, on est capable d'avoir notre confirmation en ligne après. Fait que, tu sais, en plus, on est en communauté, on parle, on est en plein air. Il y a vraiment un plaisir de faire ça, en gros. Puis oui, c'est ça. Après, on n'a même pas besoin d'en acheter du reste de l'année. C'est vraiment merveilleux comme échange. La résilience est l'un des grands principes des partenariats que tisse l'entreprise Symbiose Alimentaire avec les maraîchers régionaux. C'est un modèle d'affaires qui s'adapte au milieu. Puis au bout du compte, le but, c'est de créer un produit. On a des recettes classiques qu'on fait un peu partout. Il y a des recettes comme ici, le kimchi capoté avec les champignons de Rosé Lyon. C'est un kimchi qui est juste fait ici. Donc, tu sais, c'est ça. Ça nous permet d'être diversifiés, jouer avec ça, d'être résilient aussi d'une région à l'autre en fonction des récoltes. Puis au final, ben, au niveau du prix de vente, etc., ben, on peut mutualiser le réseau de distribution. On peut aussi dire, ben, regarde, moi avec 2-3 barils, je goûte mon année pour mes clients. Donc, c'est très polyvalent dans le fond. C'est gagnant-gagnant. Ouais, oui, voilà. Annuellement, les célébrations du kimchi permettent de produire une quantité impressionnante de nourriture. Ici, dans Charlevoix, on frôle les 6 tonnes, quand même, en 10 jours. Ça fait quasiment une tonne par jour, là, moins, là, mais quand même. Puis par année, on fait environ, je dirais, 13-14 tonnes par année. D'autres célébrations sont prévues pour l'année 2025. Pour en apprendre davantage, la population est invitée à consulter les réseaux sociaux et le site web de Symbiose Alimentaire.